Siège 1A, c'est le joyau de l'aviation transatlantique, la suite qui coûte plus cher que la plupart des voitures. Quand Flora Sterling, 19 ans, a scanné sa carte d'embarquement à JFK, la lumière est devenue verte, mais le visage de l'hôtesse de l'air est devenu rouge. Pour Donna, la chef de cabine principale, Flora ne ressemblait pas à du matériel de première classe. Elle ressemblait à une erreur. Donna a forcé l'adolescente à sortir de sa suite et l'a fait marcher jusqu'à la rangée 54, juste à côté des toilettes. Elle pensait qu'elle appliquait des standards. Elle ne réalisait pas qu'elle venait de déclarer la guerre à la figure de l'homme qui possédait littéralement l'Alliance. Au moment où ils atterriraient, la piste ne serait pas dégagée. Un Gulfstream de 60 millions de dollars attendait pour bloquer leur chemin, et Karma était sur le point de frapper plus fort que le train d'atterrissage. L'air à l'intérieur du terminal 4 de l'aéroport international John F. Kennedy était épais du parfum de l'eau de Coloncher et du faible bourdonnement de l'anxiété des enjeux élevés. Il était 18 heures d'un vendredi, l'heure dorée, pour l'élite des affaires, s'envolant pour Londres, Heathrow, par le vol de nuit. Dehors, par les fenêtres allant du sol au plafond, le tarmac était une ardoise grise pluvieuse ponctuée par les balises clignotantes d'énormes avions repoussant pour le départ. À la porte B32, le prestigieux vol Royal Atlantic 881 à destination de Londres commençait à embarquer. Ce n'était pas juste un vol, c'était un palais flottant. Le Boeing 727-300ER avait été réaménagé avec les nouvelles suites de classe souveraine de la compagnie aérienne, des chambres privées closes avec des portes coulissantes, des lits doubles entièrement plats et un service de chef personnalisé. Un billet ici coûtait plus de 18 000 $ l'aller simple. Debout à l'entrée de la passerelle était Donna Miller. Donna volait depuis 25 ans. Son uniforme était impeccable. Son foulard noué avec une précision mathématique qui suggérait une femme qui ne laissait aucune marge d'erreur dans sa vie. Elle était la chef de cabine principale, la directrice de bord, et elle considérait la cabine de première classe comme son salon personnel. Elle décidait qui était à l'aise et qui était simplement toléré. Donna vérifiait son manifeste sur la tablette. La cabine était pleine des suspects habituels. Un PDG de technologie en 2A, un célèbre dramaturge britannique en 1K et la femme d'un diplomate saoudien en 2K. Mais en A, la suite première, était listée simplement comme Monsieur Sterling, probablement le gosse d'un banquier d'investissement, marmonna Donna à sa jeune collègue Jessica. Espérons qu'il ne demande pas de champagne avant le décollage. J'ai mal à la tête. La file avançait. Une mer de costumes sur mesure et de bagages à main Rimowa passait, puis le flux s'arrêta. Devant Donna se tenait une fille qui avait l'air de sortir d'un skate park de Brooklyn. Elle portait un sweat à capuche gris vintage surdimensionné qui l'engloutissait, un pantalon cargo ample et des baskets usées. Ses cheveux étaient attachés en tresses chaotiques et de massifs écouteurs à réduction de bruit reposaient autour de son cou. Elle était noire, jeune, peut-être 19 ans, et semblait complètement indifférente à l'opulence autour d'elle. Elle tendit son téléphone. L'écran affichait l'application de carte d'embarquement Royal Atlantic. Donna ne le scanna pas. Elle ne regarda même pas le téléphone. Elle regarda les baskets de la fille, puis son visage, sa lèvre se courbant légèrement. « Mademoiselle, dit Donna, sa voix dégoulinant de ce ton écoeurant et doux qui masquait à peine l'hostilité sous-jacente. C'est la file pour la classe souveraine, Zuyen. L'embarquement en économie est en zone 4. Vous devez attendre que votre zone soit appelée. » La fille Flora ne broncha pas. Elle mâchait lentement son chewing-gum, ses yeux fatigués. Elle était debout depuis 48 heures, étudiant pour ses examens finaux à l'Université de Columbia et s'envolait pour Londres pour surprendre son père pour son anniversaire. « Je sais, dit Flora, sa voix douce mais ferme. Je suis en zone 1. » Elle tendit le téléphone en avant à nouveau. Donna laissa échapper un rire aigu et incrédule. Elle arracha le téléphone des mains de Flora, non pas pour le scanner, mais pour l'inspecter comme si elle cherchait les pixels de Photoshop. Elle fixa l'écran.
Passager Sterling Flora siège un statut sur invitation seulement. Le statut sur invitation était un niveau au-dessus du platine. Il était réservé aux chefs d'État et aux plus grands investisseurs des compagnies aériennes. C'était un statut que Donna avait vu peut-être 3 fois dans toute sa carrière. « Où avez-vous eu ça ?» demanda Donna levant les yeux. La douceur avait disparu maintenant. « J'ai téléchargé l'application », dit Flora confuse. « Puis-je récupérer mon téléphone? Des gens attendent. »« Ne faites pas la maline avec moi, » claqua Donna. Elle se tourna vers Jessica. « Appelez l'agent de porte. Dites-leur que nous avons une erreur de billetterie. Un duplicata frauduleux. » Frauduleux? Les sourcils de Flora se levèrent. « Excusez-moi, ce billet a été acheté et payé. »« Par qui ?» défia Donna se penchant au-dessus du pupitre. « Parce que je sais combien coûte ce siège, chérie. Et je sais à quoi ressemblent les gens qui s'assoient sur ce siège. Ils ne ressemblent pas à ça. » Elle fit un vague geste vers l'existence entière de Flora. La file derrière eux devenait agitée. Un homme en costume brownie se racla la gorge bruyamment. « Y a-t-il un problème? Nous aimerions embarquer. Juste un instant, monsieur? » Donna lui sourit, raclement de gorge, puis se retourna vers Flora, son visage se durcissant comme de la pierre. « Vous retardez le vol. Je ne vous laisserai pas entrer dans la cabine souveraine avec une carte d'embarquement piratée. Vous avez 2 choix. Vous pouvez vous écarter et laisser la sécurité régler ça, ce qui signifiera que vous manquerez le vol et irez probablement en prison. Ou je peux vous rendre un immense service et vous trouver un siège où vous appartenez réellement. » Flora prit une profonde inspiration. Elle tendit la main vers son téléphone, son pouce planant au-dessus d'un contact nommé Papa. Mais elle hésita. Son père lui avait toujours dit, « Flora, tu n'as pas besoin de moi pour mener tes batailles. Tu as la vérité de ton côté. Utilise d'abord ta dignité. » Elle ne voulait pas être la fille qui appelait son papa pour régler le problème d'une dame méchante à l'aéroport. Elle voulait gérer ça. « Vérifiez le système à nouveau, » dit Flora fermement. « Scannez le code. S'il devient raclement de gorge rouge, je m'en irai. S'il devient vert, vous me laissez embarquer. » Donna la regarda fixement. Elle saisit le pistolet de scanner et le visa sur l'écran du téléphone, s'attendant pleinement au bourdonnement de colère d'un rejet. Bip! Une lumière verte brillante et joyeuse clignota sur la console. Accès accordé. Ah, le silence entre eux était assourdissant. Jessica, la jeune hôtesse de l'air, regarda Donna nerveusement. « Donna, c'est valide. Nous devons la laisser monter. » Le visage de Donna devint violet. Elle se sentit humiliée. L'homme en costume brownie regardait. Son autorité était contestée par une adolescente en sweat à capuche. Si elle la laissait passer maintenant, elle perdrait la face. Son orgueil était une chose dangereuse, et il venait de prendre le dessus. La machine bégaye. « Ouh !» menti Donna. Sa voix était glaciale. « J'ai déjà vu ça avec des réservations par carte de crédit volée. Le système ne le détecte qu'au décollage. » Elle regarda Flora droit dans les yeux. « Je suis la chef de cabine principale de ce vaisseau. Ma parole est finale. Je vous considère comme un risque pour la sécurité et pour fraude potentielle. Je ne vous aurai pas dans ma cabine de première classe à déranger mes invités de grande valeur. » Donna tapa furieusement sur le terminal, outrepassant l'attribution du siège. L'imprimante fonctionna. Elle arracha une carte d'embarquement en papier. Rangée 54, siège E, siège du milieu, à l'arrière de l'avion. Prenez-le ou descendez de mon vol. Flora regarda le billet en papier. Puis elle regarda Donna. Pendant une seconde, les yeux de Flora brillèrent d'un feu qui aurait terrifié une femme plus intelligente. Mais Donna n'était pas intelligente. Elle était juste puissante dans son petit royaume. Flora ne cria pas. Elle ne hurla pas. Elle prit lentement le billet en papier. « Vous faites une erreur, » dit Flora doucement. « Une très grosse. La seule erreur, ricana Donna, pointant du doigt la passerelle d'embarquement, c'est que vous pensiez pouvoir me tromper. Bougez. » Flora ajusta son sac à dos, baissa la tête et passa devant le champagne, devant les lits entièrement plats,
et dans le long tunnel sombre vers l'économie. Donna ajusta son foulard, sourit à l'homme en costume et dit « Tellement désolé pour le retard, monsieur. Juste pour garder la racaille dehors. Bienvenue à bord. » La marche vers la rangée 54 était un calvaire. Habituellement, lorsque vous voyagez en classe souveraine, vous tournez à gauche. Vous entrez dans un sanctuaire de silence et d'orchidées fraîches. Flora avait tourné à droite. Elle marcha dans l'allée étroite de la cabine affaires où les passagers sirotaient déjà des mimosas. Elle traversa la classe économique premium. Finalement, elle atteignit le mur de bruit qui était la cabine principale en économie. C'était chaotique. Des gens fourraient des sacs surdimensionnés dans les compartiments à bagages. Des bébés pleuraient déjà et l'air était étouffant et chaud. Flora garda la tête baissée, serrant le billet en papier froissé que Donna lui avait fourré dans la main. Elle atteignit la rangée 54. C'était l'avant-dernière rangée du Boeing 77. Les sièges ne s'inclinaient pas complètement à cause du mur des toilettes derrière eux. Le 54E était un siège du milieu coincé entre un homme corpulent qui dormait déjà et ronflait et une femme avec une cage de transport pour chat sur ses genoux. « Excusez-moi, » murmura Flora. La femme souffla, serrant plus fort la cage de transport. « Vous êtes en retard, nous sommes tous installés. Je sais, je suis désolé. » Flora se serra dans le siège. Il n'y avait pas de place pour ses jambes. Ses genoux pressaient fermement le plastique dur du siège devant elle. L'odeur du nettoyant chimique des toilettes flottait dans l'air chaque fois que la porte s'ouvrait, ce qui était constamment. Elle était assise là, son cœur battant contre ses côtes. L'humiliation lui brûlait la gorge comme de l'acide. Il ne s'agissait pas du siège. Flora avait voyagé en économie de nombreuses fois avec ses amis d'école. C'était la façon dont c'était arrivé. Le déshabillage public de son caractère. L'hypothèse qu'elle était une criminelle à cause de son apparence. Elle sortit son téléphone. Le signal s'estompait alors que les portes se fermaient. « À papa. »« Salut. Sur le vol, léger problème. L'hôtesse de l'air m'a expulsé de mon siège. A dit que j'étais une fraude. Je suis en 54E. Ne t'inquiète pas, je vais juste dormir. À Londres. » Elle appuya sur envoyer. Le message resta en envoi pendant une seconde terrifiante avant que la coche de livraison n'apparaisse. À l'avant de la cuisine, Donna faisait sauter une bouteille de Dom Pérignon. « As-tu vu son visage? » Donna rit à Jessica, versant le liquide doré dans une flûte en cristal. Elle pensait pouvoir m'intimider. « Scanne-le à nouveau, s'il te plaît. Je reconnais un escroc quand j'en vois un. » Raclement de gorge. Jessica semblait mal à l'aise. Elle était nouvelle, seulement 6 mois de service. Donna, et si elle disait la vérité? Le billet a scanné vert. Si elle se plaint, à qui va-t-elle se plaindre? Donna fit un geste de la main de manière désinvolte. Le service client. Je déposerai un rapport disant qu'elle était agressive et a refusé de suivre les instructions de l'équipage. C'est sa parole contre la mienne. Et j'ai 25 ans de médaille de service. La compagnie aérienne soutient toujours l'équipage. Donna but une gorgée de champagne, techniquement contre le règlement, mais elle faisait les règles ici. D'ailleurs, Donna sourit, vérifiant son reflet dans la cafetière en métal. Elle est en 54E. Pas de signal Wi-Fi là-bas. Au moment où elle atterrira et essaiera d'envoyer un email, j'aurais déjà déposé le rapport d'incident. Elle n'est personne, juste une enfant qui essaie de frimer. L'interphone retentit. Équipage de cabine, porte armée et vérification croisée. Les moteurs massifs du 797 rugirent à la vie. L'avion commença son roulage. De retour en 54E. Flora ferma les yeux. Elle sentit la vibration de l'avion sous ses pieds. Elle essaya de trouver une position confortable, mais l'homme à côté d'elle déplaça son coude, lui rentrant brusquement dans les côtes. Son téléphone vibra dans sa main. Une réponse de papa. « Elle a fait quoi, Alice? Flora, es-tu en sécurité? » Flora tapa rapidement, ses pouces volants. « Je vais bien, juste embarrassée. Elle m'a humilié, papa, devant tout le monde. Elle a dit que je n'avais pas l'air d'appartenir à cet endroit. 3 pointes dansant sur l'écran.
La réponse vint instantanément. De papa, reste calme. Ne t'engage pas avec elle. Je passe un appel. Je te retrouverai à la porte. Flora soupira. Son père était trop protecteur. Il voulait probablement dire qu'il appellerait le service client et lui obtiendrait quelques miles en guise d'excuse. Elle mit le téléphone en mode avion alors que l'avion accélérait sur la piste. Ce que Flora ne savait pas, ce que Donna ne pouvait absolument pas imaginer, c'est que papa n'appelait pas le service client. Marcus Sterling était actuellement assis dans la salle de conférence du Sterling Aviation Group à Manhattan. C'était un homme qui avait commencé comme mécanicien d'avion et avait bâti un empire qui louait des jets aux grandes compagnies aériennes, y compris Royal Atlantic. Il n'avait pas juste des miles. Il détenait les baux de la moitié de la flotte. Quand il lut le SMS de Flora, la couleur quitta son visage, remplacé par une fureur froide et dure. Il se leva au milieu d'une réunion de fusion. « Messieurs, dit Marcus, sa voix baissant d'une octave, nous mettons cette affaire en pause. » Marcus, son directeur financier, demanda, surpris. « Tout va bien? »« Non, dit Marcus, boutonnant sa veste de costume. Quelqu'un vient de prendre ma fille pour une criminelle sur un de mes avions. Je dois aller à Londres. » « Mais le vol dure 7 heures, balbutia le directeur financier. Vous ne pouvez pas la rattraper. Marcus regarda sa montre. C'était une Patek Philippe valant plus que le salaire annuel de Donna. « Je ne prends pas un vol commercial, dit Marcus, marchant vers la porte. Préparez le J700 et appelez la tour à Heathrow. Dites-leur que Sterling arrive et je veux un blocage prioritaire sur la voie de circulation. » Bloquer la voie de circulation, Marcus, c'est très irrégulier. Les amendes? Marcus se retourna, ses yeux flamboyants. Je me fiche des amendes. Je veux que cet avion soit arrêté sur le tarmac avant même qu'il ne puisse ouvrir les portes. Je veux regarder cette hôtesse de l'air dans les yeux avant qu'elle n'ait la chance de se cacher. Il sortit en trombe. Au-dessus de l'Atlantique, Donna Miller servait des noix chaudes à l'homme dans le siège vide de Flora, qu'elle avait gracieusement offert au bel homme en costume brioni. « Une bien meilleure vue d'ici, n'est-ce pas? » flirta Donna. « Exceptionnel. » L'homme sourit. « Dommage pour cette fille, cependant. »« Oh, ne vous inquiétez pas pour elle. » Donna gloussa, remplissant son verre. « Elle apprend une leçon précieuse sur la connaissance de sa place. » Donna retourna à la cuisine, se sentant comme la reine du ciel. Elle n'avait aucune idée qu'à 45 000 pieds, volant à Mach 0-25 derrière eux, un Gulfstream G700 fendait la stratosphère comme une flèche vengeresse, transportant un père qui était sur le point de chambouler sa leçon. 3 heures après le début du vol au-dessus de l'Atlantique sombre et agité, l'atmosphère à l'intérieur du Boeing 767 était une étude de contraste. Dans la cabine de première classe souveraine, l'ambiance était d'une opulence dorée feutrée. Les lumières de la cabine avaient été tamisées à un bleu crépusculaire apaisant. L'air sentait le levain réchauffé et la crème hydratante chère. Donna Miller était dans son élément. Elle se déplaçait dans la cabine avec la grâce d'un cygne, bien que ses intentions fussent bien plus prédatrices. Elle s'occupait actuellement de M. Julian Vance, l'homme qu'elle avait fait installer dans la suite 1A. Julian était un gestionnaire de fonds spéculatifs du Connecticut, qui portait sa richesse comme une arme. Il avait été réservé en classe affaires, mais l'intervention de Donna avec Flora avait ouvert le joyau de l'avion, et elle le lui avait conféré comme un seigneur féodal, octroyant des terres. Un autre verre de Krug 2008, M. Vance, ronronna Donna, planant au-dessus de sa capsule entièrement plate. Julian leva les yeux de son iPad, où il faisait semblant de lire un rapport de marché. « Vous lisez dans mes pensées, Donna. Le service sur ce vol est exceptionnel aujourd'hui. D'habitude, il laisse n'importe qui monter ici. » Donna laissa échapper un rire complice en versant le champagne. « Nous essayons de maintenir des standards, monsieur. Parfois, les agences de porte deviennent paresseux et laissent de la mauvaise démographie passer. C'est mon travail de filtrer la cabine. Nous voulons que nos invités de grande valeur se sentent en sécurité. » « Eh bien, j'apprécie, dit Julian,
prenant la flûte. Cette fille, celle avec le sweat à capuche, elle avait l'air d'avoir des ennuis. Probablement une carte de crédit volée ou un gagnant de loterie. Ça ruine l'ambiance. Exactement. Donna hocha la tête, se sentant validée. Elle est en sécurité à l'arrière. Je doute que nous entendions un bruit d'elle. Donna retourna à la cuisine, sentant une vague de triomphe. Elle vérifia à nouveau son reflet. Elle était la gardienne. Elle avait protégé la sainteté de la classe souveraine. Pendant ce temps, 400 pieds derrière eux, la réalité à la rangée 54 était radicalement différente. Les lumières de la cabine étaient éteintes, mais dormir était impossible. L'air était sec et recyclé, portant le parfum lourd de 200 personnes exhalant dans des espaces confinés. Flora Sterling était grandement éveillée. Ses jambes la rampaient. L'homme à côté d'elle, le ronfleur, s'était étendu dans son espace personnel, son bras la bloquant efficacement contre l'accoudoir. Toutes les 20 minutes, la chasse d'eau des toilettes rugissait comme un moteur à réaction à côté de son oreille, suivi par le claquement de la porte pliante. Mais Flora ne se plaignait pas. Elle ne pensait même pas à son inconfort. Elle tenait actuellement un bébé. La femme au siège-fenêtre, celle avec la cage de transport pour chat, était une jeune mère nommée Elena. Elle était épuisée, voyageant seule avec un nourrisson qui hurlait depuis 1 heure à cause de la pression auriculaire. Les passagers des rangées environnantes soupiraient bruyamment, lançant des regards en colère à la jeune mère. Flora avait vu les mains d'Elena trembler. Sans un mot, Flora avait proposé de prendre le bébé. « Ça ne vous dérange pas? » Elena avait murmuré les larmes aux yeux. « J'adore les enfants. Mon père me faisait voler tout le temps. Je connais l'astuce pour les oreilles. » Flora sourit. Maintenant, Flora berçait doucement le bébé, lui frottant le dos dans un cercle rythmique. Le bébé s'était finalement endormi sur l'épaule de Flora, bavant sur son sweat à capuche vintage. Soudain, un faisceau de lampes de poche traversa l'obscurité, aveuglant Flora. Elle plissa les yeux. C'était Donna. Donna était revenue en patrouille, ostensiblement pour vérifier la conformité en matière de sécurité, mais en réalité pour se réjouir. Elle voulait voir la fille malheureuse. Elle voulait voir le regret. « Que se passe-t-il ici? » murmura Donna sèchement, le faisceau de la lampe de poche fixé sur le visage de Flora. « Il pleurait, » murmura Flora en retour. « J'aide juste. »« Ce n'est pas votre bébé, » claqua Donna, « et vous bloquez l'accès à l'allée. Si nous avons des turbulences, cet enfant devient un projectile. Rendez-le à la mère maintenant. »« Il dort, » plaida Flora doucement. « Si je le bouge, il va crier à nouveau. Le signal de ceinture est éteint. Je le tiens fermement. »« Je m'en fiche, » siffla Donna. « Les règlements stipulent que les nourrissons doivent être avec leur tuteur ou dans une nacelle. Vous créez une responsabilité. Rendez l'enfant. » Elena. La mère se réveilla en sursaut, terrifiée par la lampe de poche. « Je suis désolé. Je suis désolé. » Elle balbutia, tendant la main vers son fils. Le transfert fut maladroit. Le bébé se réveilla et commença immédiatement à pleurer, un cri perçant qui traversa la cabine silencieuse. Des grognements éclatèrent des rangées 52 à 55. « Oh, allez !» cria quelqu'un, raclement de gorge. Donna sourit. « Voyez ce que vous avez fait. Vous avez dérangé toute la cabine. Faites moins de bruit ou je demanderai au capitaine de lancer un avertissement. » Elle se pencha près de Flora, sa voix tombant à un murmure venimeux. « Vous voyez, c'est pourquoi vous n'appartenez pas à l'avant. Vous ne connaissez pas les règles. Vous pensez pouvoir faire ce que vous voulez. Asseyez-vous, soyez calme et apprenez votre place. » Donna éteignit la lampe de poche et s'éloigna d'un air suffisant, laissant Flora assise dans le noir, le bébé criant. À côté d'elle, son cœur battant d'un mélange de rage et de chagrin. Flora tendit à nouveau la main vers son téléphone. Elle voulait envoyer un message à son père pour lui dire que ça empirait, mais l'icône Wi-Fi était grisée.
Donna avait probablement désactivé le Wi-Fi gratuit pour le siège 54E depuis le panneau de contrôle de la chef de cabine, un geste mesquin et vindicatif qui était techniquement possible sur les nouveaux systèmes. Flora prit une profonde inspiration. Dignité, se rappela-t-elle. Juste 4 heures de plus. Elle ne savait pas que 4 heures, c'était exactement ce que l'homme dans le Gulfstream G700 comptait. À 49 000 pieds, bien au-dessus des voies de circulation commerciale. Le ciel est d'une couleur différente, un violet profond meurtri qui s'estompe dans le noir de l'espace. Le Gulfstream G700, numéro de queue N11 STR, déchirait cet air raréfié à Mach 0,925, juste en deçà du mur du son. C'était l'un des jets privés les plus rapides qui existent. Un chef-d'œuvre d'ingénierie de 75 millions de dollars. À l'intérieur de la cabine, il n'y avait pas de champagne versé. Il n'y avait pas de détente. L'intérieur, habituellement un lieu de loisirs, avec ses banquettes en cuir crème et ses finitions en pierre Keane, avait été transformé en salle de guerre. Marcus Sterling était assis à la table de conférence, sa veste enlevée, les manches retroussées. Il fixait un grand moniteur monté sur la cloison qui affichait une carte de suivi en temps réel. Un point rouge représentait le vol Royal Atlantic US-180. Un point vert représentait son Gulfstream. Le point vert gagnait du terrain. Temps d'interception, aboya Marcus, sans quitter l'écran des yeux. Son assistant personnel David était attaché au siège en face de lui, tenant un téléphone satellite. Les pilotes disent que nous atterrirons à Heathrow environ 14 minutes avant que le vol 880 ne touche terre. Ça va être serré, monsieur. Nous devons tenir compte du schéma d'approche. Je me fiche du schéma, dit Marcus, sa voix comme du gravier grinçant. Appelez-moi le directeur des opérations à Heathrow. Maintenant, David composa le numéro. Un instant plus tard, il tendit le lourd combiné à Marcus. C'est Sterling. La voix à l'autre bout était britannique, cassante et nerveuse. C'était Nigel Halloway, le directeur des opérations de nuit à Heathrow, un homme qui traitait habituellement les bagages perdus et les conflits syndicaux. Pas des milliardaires américains en colère qui possédaient la moitié des avions sur son tarmac. « Monsieur Sterling, dit Nigel, nous avons reçu votre demande, monsieur. Vous devez comprendre. Bloquer une voie de circulation, c'est sans précédent. Cela entraînera une cascade de retard. L'autorité de l'aviation civile me coupera la tête. Nigel, dit Marcus calmement, savez-vous qui a signé le bail du nouveau système de bagages du Terminal 5 le mois dernier? Silence. C'était ma holding, continua Marcus. Savez-vous qui fournit les contrats de maintenance pour la flotte Royal Atlantic, qui représente 40% de votre trafic? Vous, monsieur, murmura Nigel. Correct. Maintenant, je ne vous demande pas de faire écraser un avion. Je vous demande de diriger le vol 8 vers un poste de stationnement éloigné, le poste 42. Et je veux que mon jet soit autorisé à se garer directement devant le train avant de ce Boeing une fois qu'il s'arrêtera. Je veux une passerelle mobile prête. Et je veux la police de l'aéroport en attente. Non pas pour arrêter le passager, mais pour détenir l'équipage. Détenir l'équipage? Nigel parut horrifié. Pour quelles accusations? Faute grave, discrimination et vol de service. Marcus a dit que ce membre d'équipage a volé un siège d'une valeur de 18 000 $ à un client payant et l'a donné à un ami. C'est un vol d'entreprise. Je porte plainte. Je vois, balbutia Nigel. S'il s'agit d'une affaire criminelle, nous pouvons avoir les autorités présentes. Je libérerai le poste 42. Nous y acheminerons le 77 immédiatement après l'atterrissage. Bien. Et Nigel? Oui, monsieur Nigel Sterling. Assurez-vous que la passerelle d'embarquement n'est pas attachée. Je veux que tout le monde reste dans cet avion jusqu'à ce que j'embarque. Marcus rendit le téléphone à David. Il regarda par le hublot ovale. Le soleil commençait à se lever sur la courbure de la terre, peignant l'horizon en orange sang. Il ne faisait pas ça juste pour Flora. Il faisait ça parce qu'il avait grandi pauvre. Il s'était frayé un chemin de la fosse d'un mécanicien au conseil d'administration.
Il savait exactement ce que Donna Miller voyait quand elle regardait sa fille. Elle ne voyait pas une personne, elle voyait un stéréotype. Et Donna Miller était sur le point d'apprendre que les stéréotypes pouvaient être très, très coûteux. De retour sur le vol 881, l'ambiance dans le cockpit était confuse. Le capitaine James Reynolds tapota son casque. Approche Heathrow. Répétez Royal Atlantic, B-side Royal Atlantic et Owenton. Changement de plan. La voix du contrôleur crépita. Vous êtes dérouté vers le poste éloigné 42. Ne continuez pas vers le terminal 3. Vous devez maintenir votre position sur l'aire de Traffic à l'arrivée. Nous avons un mouvement VIP qui bloque la porte. Le capitaine Reynolds fronça les sourcils. Mouvement VIP à 7 heures du matin, qui diable arrive? Il activa le micro. Reçu tour, poste 42. Est-ce pour un chef d'État? Quelque chose comme ça. 880. Suivez juste la voiture, suivez-moi. Vous verrez. Reynolds se tourna vers son copilote. Bizarre. Mieux vaut informer l'équipage de cabine que nous pourrions être retardés au débarquement. Les passagers vont être énervés. Il décrocha l'interphone. Ding! Dans la cuisine, Donna répondit. Poste de pilotage. Donna, mauvaise nouvelle. Le capitaine a dit que nous étions déroutés vers un poste éloigné. Un avion VIP bloque le terminal. Nous devrons acheminer les passagers au terminal. Cela va ajouter 30 minutes. Donna leva les yeux au ciel. Mais alors une pensée lui vint à l'esprit. Avion VIP bloquant le terminal. Elle regarda le manifeste. Elle regarda le siège 1A où M. Julian Vance dormait. Bien sûr, pensa-t-elle. M. Vance, il était gestionnaire de fonds spéculatifs. Peut-être était-il plus important qu'elle ne le réalisait. Peut-être ce mouvement VIP était-il pour lui. Peut-être un transfert privé avait-il été organisé. Si elle jouait bien le coup, si elle accélérait sa sortie, elle pourrait obtenir une énorme récompense. Peut-être un pourboire. Compris, capitaine, dit Donna, sa voix s'éclaircissant. Je vais préparer la cabine. Nous nous assurerons que les VIP descendent en premier. Elle raccrocha et sourit. Le destin lui souriait. Elle avait mis la racaille à l'arrière, traité le roi comme un roi, et maintenant le tapis rouge était déployé. Elle entra dans la cabine souveraine et secoua doucement l'épaule de Julian Vance. « Monsieur Vance, murmura-t-elle, bonne nouvelle. Nous avons une arrivée spéciale. Je crois que votre transport privé vous attend. » Julian se réveilla, groggy et confus. « Mon quoi? » « Oh, c'est vrai. Excellent. » Il n'avait aucune idée de ce dont elle parlait, mais son ego accepta le compliment instantanément. Donna rayonna. Elle n'avait aucune idée que le mouvement VIP était en effet pour un Sterling, juste pas celui qu'elle servait. Et le transport privé n'était pas une limousine. C'était un règlement de compte. Les roues du Gulfstream J700 embrassèrent le tarmac de Heathrow à 6h45 du matin. Les inverseurs de poussée rugirent. Le jet ralentit, mais ne roula pas vers le terminal d'aviation générale. Au lieu de cela, sous les regards confus des agents au sol, le jet blanc élégant tourna sur l'aire de trafic principal, roulant directement vers les lourdes aires de stationnement commercial. Il s'arrêta en plein milieu de la voie de circulation, menant au poste 42, inclinant son corps de sorte que rien, ni un bus, ni un camion-citerne, et certainement pas un Boeing 767, ne puisse passer. La porte du Gulfstream s'ouvrit. Les escaliers se déplièrent. Marcus Sterling sortit. Il boutonna sa veste de costume contre le froid du matin londonien. Il se tint sur le tarmac, les bras croisés, observant le ciel. 2 minutes plus tard, la silhouette massive du vol Royal Atlantic 880 perça les nuages bas. Il toucha le sol, de la fumée s'échappant de ses pneus. Il ralentit, vira, et commença le long roulage vers le poste 42. Depuis le cockpit, le capitaine Reynolds le vit. Qu'est-ce que c'est que ça? Reynolds plissa les yeux. Est-ce un J-100 garé sur la voie de circulation? Il bloque notre ligne.
Il immobilisa l'énorme 777 à 50 yards de Gulfstream. Les moteurs ralentirent. Tour 841, nous sommes bloqués par un jet privé. Veuillez nous informer. 841, maintenez la position, répondit la tour. Moteur coupé, restez à bord. À l'intérieur de la cabine, le signal de ceinture s'éteignit. Donna Miller frappa dans ses mains. Mesdames et messieurs, bienvenue à Londres. Veuillez rester assis pendant que nous gérons un protocole VIP spécial. Elle se précipita vers la porte, prête à l'ouvrir et à saluer l'entourage qu'elle supposait venir chercher M. Vance. Elle jeta un coup d'œil par le hublot. Elle vit le jet élégant. Elle vit les SUV noirs de la police de l'aéroport l'entourant et elle vit un homme seul debout sur le tarmac, poème et hardback, regardant fixement le cockpit. Elle plissa les yeux. L'homme lui semblait familier. Il lui semblait familier de la même manière que son visage sur la couverture du magazine Forbes lui semblait familier. Et puis son estomac se noua. Elle le reconnut, non pas d'un magazine, mais de l'écran de verrouillage de la photo de famille sur le téléphone de l'adolescente qu'elle avait bannie à la rangée 54. « Oh non !» murmura Donna, sa main volant à sa bouche. « Oh mon Dieu, non !» Le silence sur le tarmac était lourd, rompu seulement par le gémissement des turbines en refroidissement. À l'intérieur du Royal Atlantic 77, la confusion était palpable. Les passagers de première classe tendaient le cou. Julian Vance, au siège 1A, pinçait, ajustant sa cravate, convaincu que les lumières clignotantes à l'extérieur éteignent son escorte personnelle à travers la douane. « Ce doit être un nouveau service de conciergerie », remarqua Julien bruyamment à la cabine. Il était temps qu'il traite correctement les membres diamants. Donna Miller se tenait près de la porte L1, son cœur battant un rythme frénétique contre ses côtes. Elle lissa sa jupe, prit d'une profonde inspiration et prépara son sourire VIP. Mais ses mains tremblaient. Ce visage sur le tarmac, ce n'était pas possible. C'était juste une coïncidence. Puis l'escalier mobile gronda jusqu'à la porte de l'avion. Il y eut un lourd bruit sourd lorsqu'il se connecta. Donna déverrouilla le mécanisme de la porte. Elle ouvrit la lourde porte en grand, prête à saluer un agent au sol. Au lieu de cela, elle se retrouva face à poitrine avec Marcus Sterling. De près, il était terrifiant. Il ne criait pas. Il n'était pas rouge de colère. Il était parfaitement, mortellement calme. Il portait un costume sur mesure bleu marine qui coûtait plus cher que la voiture de Donna. Mais il le portait avec l'intensité brute d'un homme qui pourrait démonter un bloc moteur à main nue. Derrière lui se tenaient deux policiers de l'aéroport britannique, leur visage grave. « Bonjour, monsieur », balbutia Donna, sa voix se brisant. « Bienvenue à Royal Atlantic. Je crains que nous ne soyons pas tout à fait prêts pour le débarquement. » Marcus ne la regarda même pas. Il monta dans l'avion, la forçant à reculer ou à être piétiné. Les policiers le suivirent, s'arrêtant juste à l'intérieur de la cuisine. « Je ne suis pas un passager, » dit Marcus, sa voix basse et résonnant dans le petit espace. « Et vous ne débarquez personne encore. » Il s'arrêta au centre de la cuisine, ses yeux balayant l'espace comme un prédateur. Il regarda la bouteille de champagne sur le comptoir, le Dom Pérignon à moitié vide qui n'aurait pas dû être ouvert au sol. Il regarda la tablette de manifeste posée sur le comptoir. Puis il regarda Donna. « Mon nom, dit-il, articulant chaque syllabe, est Marcus Sterling. Je suis le PDG de Sterling Aviation. » Raclement de gorge. « Je possède le bail de cet avion. Je possède les moteurs qui vous ont amené ici. Et surtout, je suis le père de l'adolescente que vous avez décidé de prendre en otage à la rangée 54. » Le sang quitta le visage de Donna si vite qu'elle ressemblait à un fantôme. Ses genoux se dérobèrent et elle dut s'accrocher au comptoir de la cuisine pour se soutenir. « Monsieur Sterling, » allaita-t-elle, « je ne savais pas. Il y a eu un malentendu. Le système. Marcus l'interrompit. Il passa devant elle et entra dans la cabine de première classe. Les passagers se turent. Marcus s'arrêta au siège 1A.
Julian Vance tenait son verre de champagne, l'air agacé par l'intrusion. « Excusez-moi, qui êtes-vous? J'attends mon transport. » Marcus regarda Julien avec un air de dégoût absolu. « Vous êtes assis dans un siège volé, » dit Marcus. « Levez-vous. »« Excusez-moi, » balbutia Julien, riant nerveusement. « J'ai été surclassé par la chef de cabine. Je suis un client fidèle. »« Vous êtes un complice de vol, » dit Marcus. Il se tourna vers les policiers. « Officier, cet homme est en possession d'un siège évalué à 18 000 $ qui appartient à Flora Sterling. Il ne l'a pas payé. Il a été placé ici frauduleusement par ce membre d'équipage pour couvrir un acte discriminatoire. Je veux que son identité soit enregistrée. Maintenant, regardez ici. » Julien se leva, renversant son champagne. « C'est scandaleux. Je n'ai rien fait. » Raclement de gorge. Marcus l'ignora. Il tourna le dos à la cabine de première classe et commença à marcher. Il passa devant les lits entièrement plats. Il traversa le rideau de la classe affaires. Il traversa la classe économique premium. Les passagers le regardaient, un homme en mission, rayonnant de pouvoir et de fureur. Il atteignit le lourd rideau séparant les cabines premium de l'économie. Il le déchira. La cabine économique se réveillait. Ça sentait le café et l'air vicié. Marcus marcha dans l'allée étroite, scannant les numéros de rangée. 40, 45, 50. Il atteignit la rangée 54. Elle était là. Flora était recroquevillée sur le siège du milieu, sa tête posée sur la tablette. Le bébé à côté d'elle était maintenant éveillé, gazouillant doucement. Flora semblait petite, épuisée et vaincue. Marcus sentit une fissure dans son cœur. Il tendit la main et lui toucha doucement l'épaule. Flora sursauta, ses yeux s'ouvrant en grand. Elle cligna des yeux, désorientée. Elle leva les yeux et vit son père debout dans l'allée d'un avion à Londres, l'air d'avoir défoncé la porte du monde. « Papa » murmura-t-elle, sa voix épaissie par le sommeil. « Est-ce que je rêve? »« Non, ma petite, » dit Marcus doucement, sa voix tremblant légèrement. « Tu ne rêves pas, Abba. Je t'ai dit que je te retrouverais à la porte. J'ai décidé de venir un peu plus près. » Il tendit la main. « Viens, prends ton sac. » « Mets le signal de ceinture, » murmura Flora, regardant les passagers confus autour d'elle. « Nous ne pouvons pas bouger. » Marcus regarda autour de la cabine. Il éleva la voix pour que les rangées environnantes puissent l'entendre. « Tout le monde, je m'excuse pour le retard, » annonça-t-il. « Ma fille a été injustement forcée de quitter son siège pour que l'hôtesse de l'air puisse le donner à son ami. Nous rectifions cela maintenant. » Une onde de choc parcourut l'arrière de l'avion. Elena, la mère avec le bébé, haleta. « Cette sorcière t'a fait ça? » demanda-t-elle à Flora. Flora hocha la tête, se levant. Elle attrapa son sac à dos. Elle regarda Elena. « Bonne chance avec le bébé. » Marcus regarda Elena. « Madame, avez-vous une correspondance à prendre? »« Non, juste Londres, » dit Elena, stupéfaite. « Bien, » dit Marcus. « Prenez vos affaires. Vous et le bébé, venez avec nous. Vous n'auriez de toute façon pas dû être ici à côté des toilettes avec un nourrisson. »« Monsieur, » demanda Elena, stupéfaite. « Mon jet a beaucoup de place. » Raclement de gorge, dit Marcus. « Allons-y. » Et ainsi la procession commença. Marcus Sterling, suivi de sa fille dans son sweat à capuche, suivi d'une jeune mère portant un bébé et d'une cage de transport pour chat, remontait en l'allée. C'était une marche triomphale. Au moment où Marcus et son entourage atteignirent de la cuisine avant, Donna Miller était pratiquement catatonique. Elle se tenait près de la porte, se tordant les mains, des larmes coulant sur son visage. Jessica, la jeune hôtesse de l'air, se tenait dans un coin, l'air terrifié. Marcus s'arrêta dans la cuisine. Il fit signe à Flora et Elena d'attendre près de la porte. Il se tourna vers Donna. « A-t-elle scanné vert? » demanda Marcus doucement. Donna ne pouvait pas parler. Elle hocha juste la tête d'un mouvement saccadé et frénétique. « Elle a scanné vert? » répéta Marcus. « La machine vous a dit qu'elle appartenait. Le billet vous a dit qu'elle appartenait, mais vous l'avez regardé.
Ma fille, une étudiante d'honneur à Columbia, une fille qui a passé ses week-ends à faire du bénévolat, et vous avez décidé qu'elle n'avait pas l'air d'appartenir. J'essayais de protéger la cabine, Donna. Raclement de gorge, murmura. Je pensais que vous pensiez être la gardienne, dit Marcus, froid comme la glace. Mais vous avez oublié qui a construit la porte. Il sortit un téléphone de sa poche. Il ne composa pas un numéro. Il ouvrit une application. C'était l'interface de gestion de flotte pour Sterling Aviation. Donna Miller. Marcus lutte sur son badge. ID d'employé. Donna ne répondit pas. Marcus regarda Jessica. Quel est son ID d'employé? R422. Jessica couina instantanément. Marcus le tapa. Je révoque votre habilitation de sécurité pour tous les avions loués par Sterling Aviation, dit Marcus, tapant sur l'écran. Effet immédiat. Puisque Sterling loue 60% de la flotte long courrier de Royal Atlantic et 100% de leur 777, vous êtes désormais légalement interdite de monter à bord de l'un de ces avions en tant qu'équipage. Les yeux de Donna s'écarquillèrent. Vous ne pouvez pas faire ça. Le syndicat, le raclement de gorge syndicat protège les employés, dit Marcus. Il ne protège pas les responsabilités qui commettent des fraudes. Vous avez marqué le billet de ma fille comme frauduleux dans le système pour revendre le siège. C'est une falsification de dossiers de vol fédéraux. Je porte plainte pour cette tournée. Moussoudeux, il se tourna vers les policiers britanniques. Officier, je voudrais déposer une plainte formelle contre cette femme pour vol de service et harcèlement d'un mineur. Je veux qu'elle soit retirée de mon avion immédiatement. Oui, Monsieur Sterling, dit l'officier le plus grand. Il s'avança. Mademoiselle Miller, veuillez prendre vos effets personnels. Vous devez venir avec nous. Mais les passagers, cria Donna, regardant la cabine de première classe. Je dois débarquer les passagers. Vous n'êtes plus membre d'équipage, dit Marcus. Vous êtes une intruse. Donna regarda Julian Vance espérant du soutien. Julian était occupé à supprimer furieusement des emails sur son téléphone, refusant d'établir un contact visuel. Il savait reconnaître un navire en perdition. Donna attrapa son sac à main, ses mains tremblant si fort qu'elle laissa tomber son rouge à lèvres. Il roula sur le sol et s'arrêta près des baskets usées de Flora. Flora baissa les yeux vers le rouge à lèvres. Puis elle leva les yeux vers Donna. Elle ne jubilait pas. Elle ne sourit pas. Elle avait juste l'air déçue. « Je voulais juste voir mon père, » dit Flora doucement. « Vous avez fait ça, pas moi. » La police escorta Donna sur l'escalier mobile. Le vent froid de Londres lui fouetta les cheveux sur le visage, lui arrachant le dernier vestige de sa façade parfaitement soignée. Elle fut conduite en bas des escaliers, non pas comme la reine du ciel, mais comme une suspecte dans une chaîne de garde à vue. Marcus se tourna vers le capitaine qui avait émergé du cockpit et observait la scène avec un visage pâle. « Capitaine, dit Marcus, je m'excuse pour la perturbation de votre emploi du temps. Mon équipe gérera les amendes de l'autorité aéroportuaire. Vous êtes autorisé à remorquer jusqu'à la porte dès que mon groupe est parti. Compris, Monsieur Sterling, le raclement de gorge capitaine dit, respectueux et terrifié. Et mes excuses à votre fille. Cela ne nous représente pas tous, je sais, dit Marcus. Il regarda Jessica, la jeune hôtesse de l'air. Vous avez essayé de lui dire, n'est-ce pas? Jessica hocha la tête, les larmes aux yeux. Oui, je lui ai dit que le scan était vert. Je suis tellement désolé de ne pas l'avoir arrêté. Marcus fouilla dans sa poche et en sortit une carte de visite. Quand vous vous ferez virer pour ça, parce qu'ils vireront tout l'équipage pour sauver les apparences, appelez ce numéro. J'ai besoin de personnel de cabine pour ma flotte privée, des gens qui savent lire un feu vert. La mâchoire de Jessica tomba. Merci. Merci, monsieur. Marcus se tourna vers Flora et Elena. Allons-y. Ils sortirent du Boeing 77, descendirent les escaliers et se dirigèrent vers le tarmac. Le Gulfstream les attendait, ses moteurs déjà en marche pour le court roulage vers le terminal privé. Alors qu'ils marchaient, Flora se pencha vers son père.
Tu as bloqué la piste avec un jet. Ce n'est pas illégal? Marcus la serra dans ses bras. C'est une zone grise, mais pour toi, je bloquerai le soleil. Il regarda le 777 une dernière fois. De plus, Marcus sourit d'un air sombre. Le vrai spectacle sera aux informations ce soir. J'ai déjà appelé CNN. Le karma n'était pas fini. Il ne faisait que commencer. La vidéo virale était sur le point de tomber. Les retombées ne furent pas immédiates. Ce fut une lente combustion étouffante qui se transforma en un enfer. 3 jours après l'incident à Heathrow, Donna Miller était assise dans un petit bureau stérile à Hounslow, juste à l'extérieur du périmètre de l'aéroport. C'était le siège du syndicat des hôtesses de l'air. Elle était confiante. Elle avait inventé une histoire. Dans sa version, Flora avait été perturbatrice. Le père avait été une menace pour la sécurité qui avait violé le tarmac. Et Donna était la victime d'une crise de colère de milliardaire. Il a bloqué une voie de circulation. Donna argua à son représentant syndical, un homme fatigué nommé Gary. C'est du terrorisme, n'est-ce pas? J'ai suivi le protocole. J'ai établi un profil d'un passager basé sur un comportement suspect. Ce sweat à capuche, les écouteurs. Elle avait l'air d'une mule. Gary soupira, faisant glisser une tablette sur le bureau. Donna, arrêtez. Arrêtez quoi? Je veux poursuivre pour licenciement abusif. Vous n'avez pas de dossier, dit Gary, tapant sur l'écran. À cause de ça, il appuya sur lecture. C'était une vidéo. Elle avait été filmée par le passager en 2A, le PDG de technologie. L'angle était parfait. Elle montrait toute l'interaction à la porte à JFK. Elle montrait Flora présentant son téléphone. Elle montrait la lumière verte se reflétant sur le visage de Donna et elle capturait l'audio cristallin. Je sais à quoi ressemblent les gens qui s'assoient sur ce siège. Ils ne ressemblent pas à ça. La vidéo passait à la scène dans l'avion. Marcus Sterling debout dans la cuisine, rayonnant de pouvoir. La police escortant Donna. Elle a 22 millions de vues sur TikTok, dit Gary doucement. Le hashtag siège OneA est en tendance mondiale. Oprah vient de tweeter à ce sujet. Donna fixa l'écran, la bouche sèche. Mais les lois sur la vie privée, il n'y a pas de vie privée dans les espaces publics, dit Gary. Royal Atlantic a déjà publié un communiqué. Ils se distancient complètement de vous. Ils ont qualifié votre comportement d'antithétique à nos valeurs fondamentales. Ils ne vous virent pas seulement, Donna. Ils vous poursuivent pour les dommages de réputation. Mais poursuivre? Cria Donna. J'ai une pension, j'ai 25 ans de carrière, dit Gary. Il y a une clause dans votre contrat concernant une faute grave causant des dommages à l'image de marque. Vous avez perdu votre pension au moment où vous avez traité la fille d'un milliardaire de racaille devant la caméra. Vous êtes fini, Donna. Vous ne volerez plus jamais. Même pas pour une compagnie de fret. Donna sortit du bureau sous la pluie grise de Londres. Son téléphone vibrait sans cesse, des messages haineux, des journalistes demandant des commentaires, des amis la bloquant. Elle avait passé sa vie à juger les gens de son piédestal dans ce ciel. Maintenant, le sol s'était ouvert et l'avait englouti entièrement. Mais le karma ne s'est pas arrêté avec Donna. Julian Vance, l'homme qui avait joyeusement pris le siège volé, est entré dans son bureau de fonds spéculatif dans le Connecticut le lundi matin. L'atmosphère était glaciale. Son patron l'attendait dans la salle de conférence vitrée. Julian, dit le patron, sans lui offrir de siège. Nous gérons les fonds de pension du syndicat des enseignants de New York, un groupe de personnes très diversifiées. Je sais ça, dit Julian, desserrant sa cravate. Écoutez, si c'est à propos de ce vol, oui, c'est ça, interrompit le patron. Nous avons reçu un appel de l'équipe juridique de Marcus Sterling ce matin. Il retire ses actifs personnels de notre fonds. Ça fait 400 millions de dollars, Julian. Il a dit qu'il ne faisait pas confiance à son argent, à une entreprise qui emploie des voleurs de services. Julian Pody. Je n'ai rien volé. L'hôtesse de l'air m'a donné le siège. Et vous l'avez pris, dit le patron. Vous avez regardé une adolescente être emmenée à l'arrière et vous avez bu son champagne. Vous êtes une responsabilité. Faites vos cartons.
Le karma implacable que Marcus Sterling avait promis frappait avec la précision d'un missile à guidage laser. Pendant ce temps, dans une maison de ville tranquille à Kensington, Londres, une scène très différente se déroulait. Flora était assise à l'îlot de cuisine, mangeant des toasts. Marcus buvait du café, lisant le Financial Times. Tu sais, dit Flora, faisant défiler son téléphone. Quelqu'un a lancé un GoFundMe pour Elena, la dame avec le bébé. C'est ponté à 50 000 pays. Les gens veulent lui acheter 1 an de couche. Marcus sourit. C'est bien. C'est une femme gentille. Je lui ai d'ailleurs proposé un poste dans notre bureau de Londres. Elle commence lundi. Flora posa son téléphone. Papa, tu es allé trop loin, tu sais. Bloquer la piste, tu aurais pu être arrêté. Marcus posa le journal. Il regarda sa fille, intelligente, gentille et résiliente. Flora, il y a 2 types de pouvoirs dans ce monde, dit Marcus sérieusement. Il y a le pouvoir que Donna pensait avoir, le pouvoir d'exclure, de rabaisser, de faire la gardienne. C'est un pouvoir faible. Il s'effondre au moment où quelqu'un lui fait face. Il bute une gorgée de café. Et puis il y a le pouvoir de protéger. Le pouvoir de changer les règles quand les règles sont fausses. Je n'ai pas bloqué cet avion parce que je suis riche. Je l'ai bloqué parce que je suis ton père. Et je voulais que chaque personne sur ce vol et chaque personne regardant cette vidéo sache que tu n'es pas la rangée 54. Tu es la 1A toujours. Flora sourit, les larmes lui piquant les yeux. Merci, papa, mais la prochaine fois, prenons juste un vol commercial. Je porterai un costume. D'accord. Marcus rit, mais garde le sweat à capuche. Ça fait peur aux snobs. L'histoire de l'hôtesse de l'air qui a exigé qu'une adolescente noire bouge ne s'est pas arrêtée là. Elle est devenue une étude de cas dans les écoles de commerce. Elle est devenue un avertissement lors des formations des compagnies aériennes. Donna Miller a fini par travailler dans un centre d'appel pour une société de location de voitures. Chaque fois qu'un client lui criait dessus, elle devait l'accepter. Elle n'avait aucune autorité, aucun pouvoir et pas de champagne. Et Flora, elle a obtenu son diplôme avec les honneurs à Columbia. Elle n'est pas allée dans l'aviation, elle est allée dans le droit civil. Elle a passé sa carrière à se battre pour les gens à qui on avait dit de passer à l'arrière, s'assurant que personne ne serait plus jamais jugé par les vêtements qu'ils portaient ou la couleur de leur peau. Mais de temps en temps, quand elle volait, elle jetait un coup d'œil à la cabine de première classe. Et si elle voyait quelqu'un qui n'avait pas l'air d'appartenir, un raclement de gaga, enfant, un sweat à capuche, une mère fatiguée, une artiste aux cheveux bleus, elle souriait parce qu'elle savait que parfois la personne la plus puissante dans l'avion n'est pas celle en uniforme. C'est celle qu'ils n'ont jamais vue venir. Cette histoire est un rappel brutal que l'arrogance est la plus sauve dans le monde. Donna Miller pensait que son uniforme lui donnait le droit de juger, mais elle a oublié que le véritable statut n'est pas ce que vous portez, c'est comment vous traitez les gens. Marcus Sterling n'a pas seulement défendu sa fille, il a démantelé un système de préjugés par un seul acte décisif. Le monde regarde. Et à l'ère des smartphones, le karma n'attend pas la prochaine vie. Il arrive à la porte, parfois dans un Gulfstream GF00. Si vous avez apprécié cette histoire de justice instantanée massive, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer une histoire sur les outsiders qui gagnent. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà été jugé par votre apparence? Parlons-en ci-dessous. Merci d'avoir